Bonsoir, vous avez compris qu'à la place d'une émission classique, nous vous proposons une évocation de la mémoire de Basile Ema. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé est décédé avant-hier soir à sa résidence des Tétac. Il avait 80 ans. Basile Ema parlait peu et très peu à la presse. En 21 ans de magistère à l'hôtel de ville de Yaoundé, des interviews formelles de lui se comptent sur les doigts d'une main. En 1987, pour une fois, je m'étais longuement entretenu avec lui sur l'état de la voirie urbaine de Yaoundé. C'était dans le cadre d'une émission dont vous vous souvenez peut-être, Première Ligne. Je voudrais vous proposer de revisionner cet entretien et deux autres documents. Ici en studio, je suis avec Jean-Marie Etoundi, célèbre confrère, qui a eu le privilège de côtoyer le défunt délégué Basile Ema pendant les 12 dernières années. Bonsoir Jean-Marie Etoundi. Bonsoir. Et toutes nos condoléances. Merci. D'abord, j'imagine que votre peine est très grande. Ben, forcément, comprenez, quand vous avez étroitement ils ont vécu avec quelqu'un pendant 12 ans d'affilée, ça ne peut que provoquer des sentiments de profonde tristesse. L'idée de la mort, on ne s'y habitue pratiquement jamais. Bien que préparés à cette fin, nous sommes profondément affligés à l'hôtel de ville. Dans quelles circonstances est-il mort, Basile Ema? Basile Ema était dans sa chambre, il s'est éteint tranquillement, il s'est affaibli petit à petit jusqu'à ce qu'il rende le dernier souffle. Il était revenu d'une évacuation sanitaire? Tout à fait. Il était parti de Yaoundé sur instruction du président de la République. C'est important de le souligner. Absolument. Il est parti le dimanche 8 juillet au soir par vol direct en direction de la Suisse. Et il en est revenu une semaine plus tard, le samedi 14 juillet. Pourquoi est-il revenu si vite? Est-ce que les médecins ont eu le temps de bien l'examiner, de bien s'occuper de lui? Bien sûr, les médecins étaient, disons, les meilleurs qui auraient pu être. Bon, les médecins ont posé un diagnostic qui était implacable. La cause était pratiquement perdue. Il nous est revenu que lui-même demandait à revenir un peu vivre ces derniers jours au milieu des siens. C'était quand même préférable pour lui, plutôt que de rester dans un hôpital où l'atmosphère est quelque peu, j'allais dire, austère. Alors il valait mieux qu'il revienne dans une ambiance familiale, un peu plus chaleureuse, et qu'il ait le temps de mettre un peu plus d'ordre, disons de l'ordre dans la famille, de causer une dernière fois avec les siens, ses proches. Et il a eu le temps d'exprimer ses dernières volontés? Largement, largement. Il a pu s'entretenir avec sa famille, avec le service, jusqu'à son dernier souffle, je dirais. Et alors, cette émission spéciale, merci Jean-Marie de nous aider à évoquer donc la mémoire de Basile Ema. Cette émission, je vous le disais au début, nous l'avons conçue comme un revisionnage de quelques documents d'archives. Le premier de ces documents est extrait de Première Ligne, une édition de février 1987, donc il y a un peu plus de 14 ans. Le document commence par une mise en contexte de Jean Lambernan. Tout comme d'un enfant, on pourrait dire avec l'adage que la route n'appartient à personne dans une aussi grande cité que Yaoundé. Tout au moins appartient-elle à celui qui veut bien s'en occuper. Et dans l'imagerie populaire, s'il en est un qui est responsable numéro 1 des routes dans une municipalité donnée, c'est bien le maire de la ville. Si le maire de Yaoundé n'échappe pas à cette fatalité, son cas tout au moins semble bien différent. Plusieurs sociétés ou entreprises rentrent dans le partage du gros gâteau que représente la route à Yaoundé. Mais dans ce partage des responsabilités, on assiste à une partie de ping-pong où les acteurs se renvoient la balle. Ce n'est pas moi, c'est lui. Non, ce n'est pas moi, c'est tel autre. De fait, la municipalité de Yaoundé et le ministère de l'Urbanisme sont les maîtres d'ouvrage. Et leur devise dans ce domaine est semblable à celle du vitrier. Qui casse paye. La liste des principaux casseurs est connue de tous. SNEC pour les canalisations et les branchements d'eau, Sonel et PET, Poste et Télécommunications, pour les branchements électriques et téléphoniques. La SNEC, la Société nationale des eaux du Cameroun, pour ne pas tomber dans la surface de réparation de la municipalité, contourne le problème. Si vous voulez faire un branchement en eau, vous vous dirigerez le plus naturellement du monde à la SNEC. Là, deux questions vous attendent. Devra-t-on traverser une route pour votre branchement, auquel cas il faudra la creuser pour enterrer les tuyaux, et d'un. Et de deux, quelle est la nature de votre route, goudronnée ou non?
Prochaine étape, après toutes ces questions, la mairie où vous fournirez des renseignements, surtout sur la deuxième question, à savoir, quelle est la nature de la route à creuser. La mairie vous fera dès lors payer une facture en fonction des caractéristiques de la route à détruire. C'est enfin que vous présenterez l'attestation de la commune à la SNEC qui peut dès lors effectuer les travaux de pose de votre branchement. Conclusion, c'est la municipalité qui devra refaire le tronçon détruit dans les normes de celui préexistant. La SNEC, et c'est le cas de le dire, se lave les mains. C'est ainsi que les habitants de Yaoundé se sont habitués à voir leur route bien construite la veille, cassée et creusée le lendemain. La situation rentrait même carrément dans les mœurs et l'on entendait ici et là dire que les routes de Yaoundé relevaient du provisoirement définitif ou du définitivement provisoire. On maugréait dans ses dents quand on ne maudissait pas à haute voix le délégué du gouvernement lorsque son véhicule cahotait dans ces creux qui avaient eu le temps d'en accoucher suffisamment de petits. L'état de route à Yaoundé, vraiment, vous-même vous voyez, pour le moment, vraiment, c'est inquiétant. Enfin, je ne sais pas. Oui, qu'est-ce qui est inquiétant là-dedans? Oui, parce que les routes ne sont pas, vous voyez, les routes ne sont pas bonnes, goudronnées, rien. Vous voyez, certaines routes sont vraiment foutues complètement. Par exemple, vous voyez, je sors de chez moi avec mon tricot blanc, mais vraiment, au retour, je suis complètement rouge. Sur un autre plan, le délégué du gouvernement auprès de la commune urbaine de Yaoundé, M. Emma Basile, se refuse à assumer la dégradation des routes à l'intérieur des camps SIC. Raison évoquée, la SIC et la Maïture étant des sociétés commerciales et autonomes, et celles-ci n'associant ni ne versant des quotes-parts à la mairie de Yaoundé, il est hors de question que cette mairie répare des routes là où d'autres font des bénéfices. En définitive, à Yaoundé, il en va des routes comme du pantalon de Moriba. Première hypothèse, tous ceux qui sont chargés de faire la retouche la font et on a un très beau pantalon et par conséquent de très belles routes, ou alors personne ne s'exécute attendant que le service vienne de l'autre. Conséquence, le pantalon reste trop long et par conséquent également, les routes se détériorent. Dans un cas comme dans l'autre, c'est d'un appel à la coordination qu'il s'agit. Je suis heureux de pouvoir révéler ça aujourd'hui à vous et peut-être au public qui nous écoute. Parce que la municipalité de Yaoundé fonctionne sur un budget prévisionnel de fonctionnement. Ce budget, en 1982, au mois de janvier, était de 2 milliards 300 millions de francs. 1982. En 1982, au mois de janvier. Parce que quand j'ai pris le service, j'ai voulu savoir là où j'allais et quels moyens j'avais pour y arriver. J'ai donc fait le point de la situation. Alors 2 milliards, c'est l'ensemble du budget. L'ensemble du budget. Et qu'est-ce qui est réservé à l'entretien des routes? Contre, n'est-ce pas, 12 milliards de charges à cette date-là. Vous pouvez donc comparer. Le budget de 2 milliards 300 millions ne peut donc permettre le fonctionnement des services existants. Ça ne peut pas vous permettre d'évoluer, de créer de nouvelles infrastructures, de refaire les routes dans les normes actuelles. Et pour revenir au crédit pour l'entretien de routes, il n'y a pas un budget spécial. Il n'y a pas un crédit spécial. Quand nous arrêtons notre budget, nous commençons par dégager toutes les dépenses obligatoires. Les dépenses de personnel, les dépenses de maintenance des équipements en place. Les dépenses obligatoires, vous n'allez pas oublier qu'il y a l'éclairage public, il y a l'eau. Tout cela, vous ne pouvez pas les arrêter. Vous êtes obligé de prévoir les dépenses que cela doit absorber au cours de l'année. Et c'est juste au moment où il vous reste un petit crédit
que vous essayez de réfléchir. Pour voir. Doit-on penser donc, monsieur le délégué, que les routes, c'est un peu le parent pauvre? Non, ce ne sont pas les parents pauvres. Ça regarde et ça entre exactement dans les maintenances. C'est pourquoi, après les dépenses de personnel, les dépenses d'électricité, par exemple, les dépenses d'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Vous ne pouvez pas vous amuser. Alors, en ce moment-là, vous voyez exactement le petit crédit qui vous reste et vous voyez quelle portion de route vous pouvez, n'est-ce pas, entretenir au cours de cet exercice-là. La question reste tout de même, monsieur le délégué, de savoir pourquoi il n'existe pas un organe de coordination entre la municipalité d'une part, la SNEC, les PIT, toutes ces sociétés qui de temps en temps dégradent des routes bien faites et qu'on est obligé de revoir. Enfin, je crois que le président, dans son message, avait déploré le manque de coordination. Tout ça, c'est un manque de coordination. Et très souvent, on est obligé de rappeler les gens à l'ordre. Alors Jean-Marie Etoundi, dans ce document, on voit bien que Feu Basilema était incompris des populations. Qu'est-ce qui explique cette espèce de dialogue de sourds entre lui et les citoyens de Yaoundé? Dialogue de sourds, non. Je dirais qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Les populations, je pense qu'elles percevaient le message, mais reconnaissez qu'il y a quand même un problème à Yaoundé. Les populations... Lui, il avait l'impression de leur parler suffisamment. Ben, le message, je crois que... de façon suffisamment claire. Ben, il n'y avait pas plus clair que ce qu'il disait. Il descendait dans les marchés. C'était un homme politique, c'était un homme du parti au pouvoir, donc il était en contact permanent avec les populations. Mais Yaoundé n'est pas une ville facile à gérer. Et quels que soient les messages qu'il a pu diffuser, il ne pouvait pas aller au-delà. Il ne pouvait pas prendre la chicotte dans un pays où, j'allais dire, la démocratie est désormais triomphante. Bah, vous ne pouvez pas forcer les gens. Mais souvenez-vous qu'il n'y a pas longtemps, le ministre de l'AT n'a pas manqué d'évoquer certaines mesures d'antan, des mesures, j'allais dire, des mesures visant à mettre les gens au pas. Mais enfin, plus que de mettre les gens au pas, il est question de susciter une plus grande conscientisation. Lui-même, comment vivait-il cette incompréhension, le fait que son message ne passe pas, qu'on ne le suive pas? Péniblement. C'est un homme qui a beaucoup souffert du fait qu'il ne pouvait pas faire comprendre ce qu'il voulait. Voyez par exemple le cas du marché du Mfundi. Quand vous allez au marché du Mfundi, vous voyez des hangars construits, il a édifié ce marché, et lorsque vous allez dans les rues, vous voyez que les rues sont littéralement envahies de commerçants, alors que les comptoirs sont abandonnés. Un problème civique. Absolument, mais c'est manifeste. Alors, que fallait-il faire? Mener les gens à la trique constamment, faire descendre la police pour disons des opérations de ramassage et tout. Il faut tout de même que nous examinions la conscience et qu'on comprenne que quoi que le leader fasse, le dirigeant fasse, il y a une part de participation de chaque citoyen. Jean-Marie Etoundi, quand on dit qu'il y a incompréhension, vous-même, vous êtes un peu en cause. Vous êtes occupé de la communication du délégué, en dehors d'être son directeur de cabinet au cours des 12 dernières années. Est-ce que vous faisiez un effort pour que le délégué communique bien? Nous avons fait ce que nous pouvions avec les moyens dont nous disposions. Je me répète en disant qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Le délégué a communiqué du mieux qu'il pouvait avec les moyens qu'il pouvait. Il ne pouvait pas se répéter tous les jours. Mais les messages, quels qu'ils soient, s'ils ne sont pas reçus, et si les gens ne veulent pas suivre, prenez le cas par exemple des gens qui reçoivent des croix rouges sur leur maison. Ben, ils s'empressent la nuit de les effacer et d'accélérer les travaux. Alors vous ne direz pas là que le message n'a pas été transmis. Même si vous le répétez, ben, il ne rentrera pas. Alors, dans ce document que nous venons de suivre, il a surtout été évoqué le problème de la voirie urbaine. Il y avait un véritable gap. D'ailleurs, il existe toujours ce gap entre les besoins et les moyens pour satisfaire ces besoins. Les voiries sont un domaine extrêmement coûteux. Il faut beaucoup de moyens, des investissements considérables pour qu'on puisse obtenir des résultats satisfaisants. Une route bitumée coûte extrêmement cher.
Et ça, les populations ne le comprennent pas suffisamment. Pour trouver les financements, ce n'est pas facile. Lorsque, disons, la question des voiries, celle que vous évoquez en 87, je crois, Oui. lorsque vous l'évoquez, nous sommes encore en pleine crise économique au Cameroun. effet. Évidemment, Yaoundé fait partie du Cameroun en crise. Alors, à cette époque-là, ce n'était pas facile. Déjà, l'État n'avait pas du tout la vie facile. De 87 à maintenant, vous conviendrez qu'il y a quand même eu une évolution. Cette Sans aucun évolution, c'est grâce à la croissance qui revient, les financements extérieurs également arrivent, Oui. l'AFD... Avec la confiance qui est rétablie. Naturellement. Donc tout cela, c'est avec les moyens et avec le temps. Donc je crois qu'il faut quand même comprendre que tout ne pouvait pas se faire du jour au lendemain, comme les gens le souhaitaient. Tout à fait. Alors, il y a eu sous Emma Basile le problème récurrent de la voirie urbaine de Yaoundé. Il y avait aussi une question non moins récurrente, celle des ordures ménagères, que le délégué Basile Emma avait abordé dans une autre interview, celle-là réalisée avec Jean Atangana, dans le cadre de Dimanche Midi, je crois que c'était le 1er août 1993. Tout à fait. On va écouter ce dialogue entre les deux hommes, le journaliste et le patriarche, et on se retrouve avec Jean-Marie dans une dizaine de minutes. Monsieur le délégué, une certaine opinion vous rend personnellement responsable de la situation actuelle dans la ville de Yaoundé qui est envahie par des ordures ménagères. Alors que répondez-vous à ceux-là qui pensent que vous n'êtes pas totalement étranger à cette situation, monsieur le délégué? Je réponds simplement qu'au lieu de pointer du doigt un bouc émissaire, comme cela se fait quelque temps pour cette affaire d'ordures ménagères à Yaoundé, les populations, les citadins devraient tout d'abord faire l'effort de comprendre ce qui se passe et ensuite s'interroger eux-mêmes, n'est-ce pas, sur leur propre responsabilité. Je rappelle avant tout que l'enlèvement des ordures et le traitement des déchets est une charge prévue dans la loi du 15 juillet 1987 portant création des communautés urbaines. Cette loi, en ses articles 3 et 11, détermine clairement, d'une part, les compétences des communautés urbaines et, d'autre part, les compétences des communes urbaines d'arrondissement. À l'article 11 précisément, et au paragraphe 3, la loi stipule que l'enlèvement des ordures et des déchets, l'épuration des eaux usées sont de la compétence, n'est-ce pas, des mairies d'arrondissement. Mais cette opération est une opération complexe et très coûteuse. Les communes urbaines d'arrondissement n'ont pas les moyens nécessaires pour le faire. Parce qu'il faut savoir exactement ce que comporte cette opération. Cette opération veut dire sommairement quelques aspects. Il y a d'abord la pré-collecte. La pré-collecte qui comporte, n'est-ce pas, la production des ordures et leur conservation, leur maîtrise. Cette première phase incombe aux citoyens, aux populations elles-mêmes. Parce que ce sont les populations qui produisent
les ordures ménagères et qui donc doivent les maîtriser, les garder, plutôt que de les jeter dans la nature, comme cela se fait actuellement, c'est-à-dire on les amène expressément, les déposer à des lieux publics où cela est visible. Ça fait donc que cette première phase est du fait des populations, des citoyens de la ville. La deuxième phase de l'opération, c'est la collecte elle-même. Je viens de parler de la pré-collecte. La collecte elle-même suppose, n'est-ce pas, la fourniture des récipients dans lesquels on doit mettre les ordures, les conserver pour qu'elles ne soient pas éparpillées, soit sur la chaussée, soit dans les espaces publics. Cette collecte est de la compétence des pouvoirs publics des communes urbaines d'arrondissement, par exemple, qui doivent acheter et placer à des lieux fixes des bacs. Et ces bacs coûtent excessivement cher. Le bac le moins cher coûte 6 millions de francs. La troisième opération, c'est le transport, ce que nous appelons l'enlèvement des ordures. Le transport des ordures. Et le transport des ordures suppose qu'on a des moyens, c'est-à-dire des camions, des bennes de tout calibre. Il en faut plusieurs pour enlever, n'est-ce pas, les ordures ménagères. La quatrième opération, n'est-ce pas, c'est le traitement des ordures au niveau d'une décharge. Ça veut donc dire qu'il faut une décharge. À Yaoundé, il faut une décharge au moins par commune, par arrondissement. Il faut une décharge. Et la décharge, il faut l'aménager, c'est-à-dire nettoyer complètement, installer une bascule qui doit mesurer la quantité des ordures qu'on amène. Dans ce contexte, monsieur le délégué, qu'y a-t-il lieu de faire pour que Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun, qui abrite les institutions de la République, apparaisse comme une ville moderne, présente un visage plus attrayant, plus propre, monsieur le délégué? Pour ce qui me concerne, je dirais que je veux continuer à mettre en œuvre les petits moyens disponibles pour rendre la ville de Yaoundé assez attrayante. Mais parallèlement, chacun doit, n'est-ce pas, se mettre à contribution pour maîtriser la situation de désordre que nous connaissons tous à Yaoundé en ce moment. Il y a un désordre total, un désordre inouï, parce que les citoyens font ce qu'ils veulent. Et en marge de toute réglementation de la vie. Si chacun se remet en cause et si chacun prend conscience de l'État et que chacun décide de faire de Yaoundé une ville propre, on y arrivera. C'est le fait, n'est-ce pas, de la mentalité des citoyens à Yaoundé à l'heure actuelle, qui est surtout à la base de ce problème. Dès qu'on aura compris que vraiment, on doit faire de Yaoundé une ville propre, et chacun y apportera sa contribution. Et je crois qu'on pourra réussir. Alors Jean-Marie Etoundi,
cette mise en cause personnelle dont le délégué Basile Ema était l'objet, comment la vivait-il? L'homme en a beaucoup souffert, ça je peux en témoigner. Il dormait peu, passait beaucoup d'heures à réfléchir aux solutions qu'il devait trouver. Il se couchait très tard et se levait tôt, et déjà avant d'arriver au bureau, il avait déjà des dossiers prêts, il annotait. Il me parlait souvent de nuits au cours desquelles il se réveillait en sursaut et notait des idées qui lui venaient à l'esprit. Bref, c'est un homme qui s'est vraiment sacrifié pour que la ville s'améliore, que les conditions de vie des populations s'améliorent, mais les gens ne pouvaient pas deviner ses sacrifices personnels. Il s'est, j'allais dire, pratiquement tué à petit feu, à force. Sa charge a beaucoup pesé dans son affaiblissement. Énormément. Je crois que lorsque on voit la fin de ses jours, on se rend compte que le poids, naturellement, des ans et du travail apparaissait manifestement. Heureusement qu'il était un sportif. C'est un grand sportif, c'est un grand footballeur. Un grand footballeur, c'est un chasseur, un footballeur, et il y a d'autres sports pratiqués. Donc tout cela a permis à l'homme de se façonner. Il était d'une constitution physique remarquable, que beaucoup de jeunes lui envieraient. Oui, mais il a su se sacrifier aussi, et pour la ville et pour son pays. Et pour son pays, et c'est un homme qui pratiquement n'avait pas de vie familiale. Son temps était totalement mangé. Vous arriviez chez lui le soir, vous trouviez des personnes, des citoyens venus lui exposer des cas. Il leur consacrait tout le temps. Ses enfants n'avaient pas beaucoup de temps pour pouvoir également l'aborder et s'ouvrir à lui. On ne peut pas ne pas évoquer la mémoire aussi de son épouse, morte il y a 5 ans, c'est en 1996. Le 1er mai 1996. Ça aussi, ça a dû accélérer son déclin. Eh bien, Antoinette Christine Billois, du nom de son nom de famille, c'est une... Lui-même l'appelait Anto. Nous, on l'appelait Maman Anto. Anto, donc, c'était le petit nom par lequel il l'appelait. Eh bien, le jour de sa mort, avec le jour de sa mort, bien, c'est pratiquement un peu l'homme qui également a commencé à décliner, parce que moralement, c'était un coup extrêmement dur. Eh bien, les deux s'aimaient tendrement, profondément. Il l'avait dit dans son oraison funèbre. Et malgré le handicap dont elle souffrait, elle avait déjà eu un premier coup en 1986. Elle avait eu un accident hémiplégique qui donc l'a paralysée en partie. Et malgré cette paralysie, ce handicap, eh bien, lui se plaisait à admirer son monument. C'est le nom. C'est le nom. D'ailleurs, nous avons emprunté cela en parlant de lui dans nos hommages. Alors, Jean-Marie, on va regarder un dernier souvenir en image de Basile Ema. Et ce souvenir, c'est un document jumelé de ce qui restera sans doute comme ses 2 dernières interviews. La première a été réalisée par François-Marc Mozon dans le cadre de l'émission qu'il anime à la CRTV Radio et qui s'appelle Politude. Et la seconde a été réalisée le 17 avril, j'espère que ma mémoire ne me joue pas des tours, par Joseph Lé, à l'occasion du départ à Marrakech de la première dame du Cameroun. Dans cette dernière interview, vous allez la réécouter, eh bien, sont évoquées et la maladie qui a emporté le délégué et les rumeurs qui ont précédé sa mort. Nous écoutons ces 2 documents. Vous venez de nous faire, hors micro, une confidence sur votre âge, monsieur le délégué. Vous aurez dans quelques jours, dans quelques semaines, 80 ans. C'est le bel âge, mais votre âge officiel, c'est plutôt 3 ans de moins. Alors, c'était quoi? C'était des nécessités d'école? Pourquoi est-ce on retrouve plutôt 1924 et non pas 1921 comme année de naissance? Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'occasion que vous me donnez encore aujourd'hui de vous parler de ce qui se fait dans le cadre de mes responsabilités au niveau de la communauté urbaine de Yaoundé. Et s'agissant, n'est-ce pas, du problème de mon âge a été, comme la plupart des Camerounais, puisqu'il n'y avait pas l'état civil à l'époque, on donnait un âge approximatif. Et c'est ce qui était fait pour moi.
Mais au cours des recherches dans la vie, je suis tombé sur ma carte de baptême. J'ai retrouvé ma carte de baptême. Et c'est ma carte de baptême qui a permis de déterminer exactement l'année à laquelle je suis né, puisque la carte de baptême qui était établie en 1925 disait que j'avais l'âge de 4 ans au début de l'année 1925. C'était précisé et les missionnaires étaient même partis jusqu'à fixer le mois. Alors, quel est le souvenir que vous gardez de Jean-Emma et de votre mère? Lorsqu'on a 80 ans, est-ce que le souvenir des parents, il est encore vivace? Il est lointain? Il est encore vivace. Surtout celui de ma mère que je venais de perdre il y a à peine 6 ans. Mon père, Jean-Emma, était un notable très respecté et très respectueux, qui avait des caractères d'un vrai petit. Et il était un grand chasseur. Et il m'a initié à tout cela. Vous savez chasser aussi? Beaucoup. Et vous avez chassé où? C'était ma passion, après le football. Ah bon, vous avez joué au football? Beaucoup. À quel niveau? J'ai fait depuis l'école jusqu'au moment où il y a eu la création des équipes. J'ai joué clair, une équipe que vous pouvez quand même avoir quelques informations de ce qu'elle a été ici. Et quand j'avais été admis à l'école supérieure, je n'avais pas été brimé parce que je sortais d'une équipe. Et on avait plutôt fêté qu'on a eu cette année-là un très bon joueur. Et j'ai été aligné au premier match de l'école supérieure contre le Dragon à l'époque. Le Dragon de Yaoundé. Le Dragon de Yaoundé. Et vous avez gagné. Et nous avons gagné. Non seulement nous avions gagné, mais j'avais marqué un but. Bien, nous espérons marquer d'autres buts au cours de cette émission de Politude, monsieur le délégué du gouvernement. Vous, je passe sur votre cheminement qui est long, qui est impressionnant depuis cette année où vous entrez à l'école primaire. Vous accédez à la magistrature, disons, de la ville de Yaoundé en 1980 et vous prenez la succession d'André Fouda. C'est ça. Cela est facile de succéder à un homme comme André Fouda? Cela n'est pas facile. Et pour moi, ça a été une surprise. Il est bien vrai qu'avant, j'étais maire en Bankoumou. Mais ce n'était pas la même dimension. Ce n'était pas la même dimension, bien que j'ai eu des difficultés pour créer la ville de Bankoumou. Alors, vous êtes né à Yaoundé, à Oyomabang. Oui. Vous prenez la succession d'André Fouda, qui lui est Mvogada. Est-ce que cette succession est aisée? Au plan tout au moins de ce qu'on peut imaginer comme avoir été des susceptibilités de famille. Ça n'a pas été aisé, mais les gens ont fini par comprendre que c'était quand même une nécessité, parce que c'est André Fouda lui-même qui m'avait, n'est-ce pas, adopté pendant que j'étais maire en Bankoumou. J'ai eu à travailler avec lui. C'est pour cela que quand je suis venu ici, je n'ai pas eu de passation de service. Je connaissais déjà presque beaucoup de dossiers dans la maison. On m'a seulement remis les clés parce que tout était scellé. Et on m'a demandé de venir me débrouiller. C'était le fait Ismboro. On ne m'a même pas amené. On m'a donné seulement les clés qui étaient scellées dans une grande enveloppe. On m'a dit, vous-même, vous décellez, vous entrez dans la maison et vous vous débrouillez. Alors un homme comme André Fouda, qui était pratiquement un mythe pour la ville de Yaoundé, la stature de la ville, il n'est quand même pas... Quel aura été le plus difficile pour vous lorsque vous entrez donc dans ces locaux qui étaient pratiquement hantés par son image, par son souvenir, par son action? C'était vraiment difficile parce que
son caractère, ses moyens, sa richesse, tout ce qu'il avait et tout ce qu'il faisait pour les populations, je n'étais pas à la hauteur de le faire. C'est pour cela qu'au début, j'ai eu des difficultés. Il avait donné certaines habitudes aux gens. Il aidait les veuves, les cécile et tout ça. Il s'était organisé en conséquence, l'organisation que moi je n'avais pas. Alors ça me faisait des problèmes au départ pour faire comprendre aux gens que je n'étais pas de la carrure d'André Fouda à l'époque et que moi j'ai recommencé à mettre en place une nouvelle administration. Alors, en guise de transition, par rapport au sujet principal pour lequel nous sommes là, monsieur le délégué, il y a une chanson que vous avez certainement écoutée qui a pu vous plaire ou vous déplaire par le rythme ou par le contenu. C'est une chanson de Mokombo Président qui, en même temps qu'elle fait l'éloge de votre prédécesseur, fait constater que la ville de Yaoundé est sale. Déportons-nous 5 années auparavant, monsieur le délégué du gouvernement. À ce moment-là, on a le sentiment quand même que vous êtes là depuis une quinzaine d'années et que Yaoundé tarde à décoller. Arrêtons-nous dans l'espace et observons un peu ce qui se passe à ce moment-là. Au moment où on a, au début des années 90, le sentiment qu'il y a une profusion de saleté, de poubelles, de rues non faites, de maisons mal entretenues et un délégué du gouvernement qu'on a l'impression de ne pas voir beaucoup. Enfin, vous allez d'abord noter que quand André Fouré était là, la ville n'était pas encore développée telle qu'elle est aujourd'hui. La démographie, l'évolution démographique a tellement évolué ces derniers temps qu'on se retrouve à un autre monde, puisque la ville était de 400 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 1,5 million. Alors les choses ne sont donc pas les mêmes. Les données ne sont pas les mêmes. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et quand on dit que la ville est sale, c'est pas, on le verra tout à l'heure, la ville ne se salit pas. La saleté ne tombe pas du ciel. C'est les gens qui produisent la saleté. Alors ça fait donc que, à l'époque, le délégué Fouda avait moins de population et que les populations à l'époque étaient presque des gens qui le connaissaient de par les liens de famille et tout, et qui suivaient ce qu'il pouvait dire. Or, à l'heure actuelle, avec l'apport des populations de toutes les régions du monde, vous voyez, il y a des quartiers où vous ne trouvez même pas un Camerounais. Alors, c'est des gens difficiles à vous comprendre. Et à ça vient s'ajouter la politique, la démocratie et tout ça, qui est mal interprété par les populations. Démocratie veut dire l'anarchie. Et les gens font ce qu'ils veulent. Monsieur le délégué, il y a quand même une question que l'on se pose très souvent. On attribue le nouveau visage au nouveau ministre de l'administration territoriale. Je ne voudrais pas entrer dans une querelle de personnes, mais est-ce que vous n'avez quand même pas parfois le sentiment qu'on vous vole un peu la vedette lorsqu'on dit grâce à Kungu, la ville change? Ah, vous voulez que je dise, c'est l'appréciation des gens. La réalité des choses est là. Moi, je n'ai pas besoin d'entrer dedans. Les gens ont les yeux, ils voient, ils savent et tout ça. Monsieur le ministre, c'est le patron, c'est le chef. Il peut donner des idées, il peut donner des instructions, mais s'il n'y a personne pour les exécuter, ça ne peut pas marcher. On ne peut rien avoir. Alors je n'ai donc pas besoin d'entrer dans ces machins-là. Les gens ont les yeux pour voir. Ils sont là pour vérifier. Tout ce qui se fait, je l'annonce avec les coûts. Que telle chose, on l'a réalisée, ça coûte tant. Telle autre chose, on l'a fait, ça coûte tant. Telle autre chose.
Alors, où est donc le problème? Il n'y a pas de problème. Mais le ministre, c'est notre chef, c'est notre patron. Il lance, il parle, il incite. Si, à la fin, il n'y a pas d'exécutant. Monsieur le délégué, vous avez, on annonce un citoyen assez bien connu dans la ville depuis quelque temps. Est-ce que la présence de John Froundi à Yaoundé vous gêne? Moi, je ne vois pas en quoi ça peut gêner. D'abord, s'il est honnête citoyen, la première des choses, c'est de se présenter au maître des lieux. Vous le recevriez sans problème ici? Mais il n'y a pas de problème, c'est un citoyen comme tous les autres. Mais quand on parle qu'il vient et tout ça, il est tout le temps à Yaoundé. Il a des résidences un peu partout, qu'on connaît. Il est là fréquemment. Ça ne nous a pas gênés. Comment s'il choisit à venir donc rester plus de jours que d'habitude à Yaoundé? Ça va nous gêner en quoi? C'est un citoyen comme tous les autres, pourvu qu'il respecte, n'est-ce pas, les lois et règlements de notre pays. La première des choses, s'il vient donc s'installer définitivement, parce que chaque fois qu'il est de passage, qu'il vient, qu'il fait 2-3 jours, bon, on n'exige pas qu'il vienne se présenter, mais maintenant, qu'il veut élire domicile à Yaoundé, la première des choses, c'est de se présenter au maître des lieux. Moi, j'attends l'accueillir le jour où il viendra se présenter. Le message, j'espère, est bien passé. On vous a prêté, au début des années 90, une mission, un rôle quelque peu ingrat de ceux qui estimaient que la démocratie pouvait attendre encore un peu, que la démocratie pouvait être synonyme quelque peu de désordre. Est-ce qu'avec l'évolution des choses, vous avez eu le sentiment d'avoir eu raison, ou alors que l'histoire vous a un peu renié? Moi, je crois que si les gens sont honnêtes, ils ont compris que j'avais raison. Je n'ai pas repoussé la démocratie. J'ai demandé que les gens soient, n'est-ce pas, sensibilisés pour admettre ça. Parce que brutalement, comme ça a été venu, vous avez vu les interprétations auxquelles ça aboutit. Et c'est ça qui nous crée tous ces désordres que nous avons, parce que les gens ont mal compris. Merci, monsieur le délégué, d'accepter de répondre à une ou deux de nos questions. C'est justement au sujet de votre état de santé. On ne vous a pas beaucoup vu ces derniers temps, et notamment depuis l'inauguration de l'échangeur simplifié. Et les Camerounais se sont demandé où vous êtes passé. C'est ça. Enfin, effectivement, j'étais malade. À ça s'ajoute la fatigue. Parce que si les gens pouvaient s'imaginer ce que j'ai dépensé comme effort pour préparer le sommet des chefs d'État, parce que je devais être moi-même sur le terrain avec mes techniciens qui étaient chargés de conduire toutes les opérations. Les opérations de réhabilitation, de création, des voiries et tout cela. Tout ça m'a donc épuisé complètement. À ça s'est ajouté un palu violent qui a tenté même de monter à la tête, au foie, tout ça partout. Donc j'étais effectivement malade, mais à la suite d'une fatigue vraiment repoussée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous êtes déjà guéri, vous êtes convalescent, alors qu'est-ce que vous avez à dire à vos fils, à vos Camerounais pour les rassurer? Enfin, les médecins sont bien placés, mais ils m'ont dit que je pouvais reprendre le service. Parce qu'après l'hôpital, ils m'ont dit 15 jours de récupération. Parce que le choc était assez sérieux quand même. Alors pendant tout ce temps, j'ai suivi ce qu'on disait de moi, que j'étais mort, qu'on cachait
le corps et ainsi de suite. Je suivais tout ça. Et qu'est-ce que cela vous faisait? Ah, je dis seulement que je sais que je dois mourir comme tout le monde. Mais Dieu ne l'ayant pas décidé, cette fois-ci, bon, je suis revenu pour continuer un peu à encadrer mes fils, mes enfants, et tous mes collaborateurs. Je mourrai un jour, je le sais. C'est la fin de tout homme. Alors, ce n'est pas qu'on le précipite comme beaucoup le souhaitaient. Parce qu'effectivement, les gens le souhaitaient. Quand on disait à quelqu'un que non, il n'est pas mort, il était déçu, découragé. Et vous avez... Oui. Allez-y. Alors, ça allait décourager. Ça veut donc dire qu'il y a quand même des gens qui souhaitaient entendre effectivement que j'étais déjà parti. Il y en a également qui ne le souhaitaient pas vraiment, monsieur le délégué, à qui ça faisait mal. Oui, est-ce que vous avez déjà repris le service à la communauté urbaine? Depuis, j'ai déjà repris le service. Je ne suis pas au bureau maintenant parce que j'étais appelé à venir ici. Pour dire au revoir à la première dame. À la première dame. Je suis au bureau, j'ai repris normalement la gestion. Merci, monsieur le délégué. Jean-Marie Etoundi, le délégué a travaillé jusqu'au bout, c'était véritablement un homme de devoir. Oui, je peux témoigner qu'il fut un grand homme de devoir, jusque sur son lit. Ces derniers jours... Vous lui apportiez des dossiers, des dossiers, parce qu'il ne lisait plus, disons, les médecins avaient interdit toute activité. Et il se ménageait. Il n'empêche qu'il continuait à s'enquérir de tout ce qui se passait dans la ville. La gestion de la communauté continuait à le préoccuper. J'allais lui parler dans la chambre, nous parlions dans la chambre, ces derniers jours c'était étendu, que nous communiquions avec d'autres également, aux responsables de la communauté. Nous parlions des problèmes de la communauté, il donnait des instructions, envoyait des messages, rien ne lui échappait. Il est demeuré parfaitement lucide jusqu'à son dernier souffle. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, dans ses confidences à Joseph Lé, que nous venons de réécouter, on sent quand même une amertume. Hein? Était-il à ce point déçu par les choses et les hommes? L'homme, je l'ai déjà dit, a beaucoup souffert du fait qu'il a été incompris. Beaucoup ne savaient pas très bien ce qu'il voulait. Beaucoup lui prêtaient des ambitions. Ils pensaient qu'il voulait se faire voir. Ou que, bon, ce qu'il disait, bon, il ne réussissait pas, il ne pouvait pas le réaliser. En réalité, l'homme était doué, à mon humble avis, des meilleures intentions pour sa capitale. Oui. C'est ici qu'il est né. Oui. Il ne pouvait pas souhaiter autre chose que le meilleur pour sa ville. Mais il était limité. Yaoundé, je voudrais vous le souligner ici, a un budget pour cet exercice 2001-2002, un budget de 5 milliards 217 millions environ. Ce qui est vraiment insignifiant par rapport aux besoins. En 80, lorsqu'il arrive à Yaoundé... À peine de 2 milliards. 2 milliards 300 millions quand il se retrouve à Yaoundé, à la tête de Yaoundé, qui à l'époque comptait 450 000 habitants. Nous sommes actuellement à 1 500 000 habitants. Alors, quand vous avez et les voiries, et l'éclairage public, et les lotissements, etc., et l'incivisme, ajouté à cela l'incivisme, comprenez que 5 milliards, ce n'est pas énorme. Alors, l'homme était déçu, l'homme a été l'objet de toutes sortes d'agressions, agressions entre guillemets, et il a mené sa vie à combattre. Ça, il n'a cessé de me dire, mais j'ai passé ma vie à combattre. Et ça n'a pas toujours été facile, des combats venant de tous côtés. Mais il avait la peau dure. Il peut dire comme Nietzsche, I was a man that is a fighter. Absolument. Oui. Alors, il avait une relation particulière avec le président, on ne peut pas ne pas souligner ça. Hein. Il y avait une réelle complicité, c'était son inspirateur, c'était son conseiller discret. Hein. L'homme, depuis 82, s'est déclaré. Nous avons une parole et nous voulons notre parole. Nous vous donnons notre parole. Absolument. Vous avez notre parole, Monsieur le Président. C'était un certain 11 juin 1983. Voilà. Alors, le président est un homme qui, évidemment, lui était très proche et les deux communiquaient. Je pense pouvoir dire que, sans révéler un secret d'État, pouvoir dire que M. Basilema était l'un des rares
haut responsable qui pouvait parler au président sans calcul. Ah oui, on le connaissait pour son franc-parler. Absolument. Hein. Et puis son âge lui permettait, il n'avait pas besoin de se gratter la tête, comme on dit, pour il disait, dire ce qu'il qu'est-ce avait que je à cherche dire. encore? Je ne veux que le bien de mon pays. Je n'ai aucune ambition. Tout ce que je veux, c'est que mon pays avance, que ma ville progresse. Donc, je ne cherche rien. Et le président l'écoutait? Je pense pouvoir affirmer que le président faisait le maximum pour pouvoir... Et puis le président est venu le voir sur son lit de malade à Etetak. Eh bien, c'est un fait exceptionnel qu'il faut absolument souligner. Le président et Madame Chantal Biya se sont déplacés. C'était le jeudi 5 juillet dernier. C'est-à-dire 2 jours avant le congrès Du RDPC. Oui. Le président de la République et Madame se sont déplacés pour Etetak. Ils sont restés avec M. Basilema de 12h à 13h40, donc 1h40 enfermés. Alors, vous pouvez imaginer donc... Ils ont dû tout se dire. Je crois qu'ils ont fait un tour d'horizon complet. Et on ne peut pas en dire davantage. Non. Alors, Jean-Marie Etouni, vous-même, je voudrais terminer peut-être par ce que vous ressentez vous-même. Vous avez évoqué la douleur. J'ai retrouvé dans un document que peut-être la caméra de Raymond Joya va nous montrer, un document des obsèques de feu André Fouda, mort en 1980, donc le premier maire de Yaoundé. Oui. Évidemment, nous, comme service public, nous sommes là pour promouvoir les valeurs positives. Hein. On ne va pas se lancer dans des comparaisons qui n'ont peut-être pas lieu d'être, qui pourraient même apparaître incongrues, indécentes en pareille circonstance. Mais qu'y avait-il de commun entre les deux hommes? L'un, Basilema, a-t-il été le continuateur d'André Fouda? J'ai eu le rare privilège de connaître les deux, le premier André Fouda et Basilema. Bon, je peux commencer par dire que les deux étaient de grands patriotes. Ils aimaient profondément leur pays et leur ville. Ils ont servi leur pays tous. Mais dans ce service, deux avaient deux styles. Monsieur André Fouda avait dans deux contextes aussi radicalement différents. Absolument différents. André Fouda, je vous disais que lorsqu'il quitte la tête de la capitale, lorsqu'il nous quitte en février 80, il laisse une ville peuplée de 450 000 âmes. Et Basilema, lui, lorsqu'il nous quitte là, il passe le témoin, je ne sais à qui, il laisse une ville de 1 500 000. Ce n'est pas comparable. Et souvent, les gens disent, du temps d'André Fouda, et ce n'était pas comme ceci. On ne peut pas comparer les deux contextes. Secondement, le délégué Basilema a travaillé avec des moyens qui n'ont pas toujours été faciles. La croissance urbaine, je vous le disais avec ce chiffre de 1,5 million, la croissance urbaine est allée extrêmement vite. Oui. Elle a été galopante, mais les moyens pour satisfaire cette croissance ne suivent même pas. Disons, la ville subit, la communauté urbaine subit cette croissance. Et le hiatus qu'il y a entre les besoins qui se présentent et les moyens disponibles, il est tellement grand que les gens pourraient croire, et effectivement c'est ce qui se vit, les gens pourraient croire que le délégué Basilema n'a pas toujours satisfait les besoins des populations, n'a pas toujours été, donné satisfaction à tout le monde. C'était manifestement, concrètement impossible. Il a fait du mieux qu'il pouvait avec ceux dont il disposait. Vous-même, quelle image allez-vous garder de lui? Qui est-ce que vous avez perdu? Le patron, le patriarche, le père, le parent, le parrain? Question embarrassante. Je crois que c'est d'abord un patron. Je suis mon patron. Délégué de gouvernement, directeur de cabinet, c'était mon patron. Mais je peux dire qu'il ne m'a jamais fait sentir le poids de son pouvoir, de sa puissance. C'était un patron, mais extrêmement compréhensif, un père, en un mot, extrêmement simple, généreux et tout, diverses qualités, mais en dehors de cette qualité de père, un bon père de famille, pas pour moi seul, pour toute la communauté urbaine et les citoyens qui allaient à lui, aussi bien à l'hôtel-de-ville qu'à la maison. En dehors donc de cette qualité de bon père de famille, Basilema, je crois pour moi, ce fut un grand maître, un grand maître. Vous savez, quand vous l'avez approché, l'homme ne disait pas ce qu'il était, mais c'était un homme à découvrir. Et justement, il disait, je n'aime pas m'afficher, je n'aime pas dire ce que je suis. N'aime pas parler de moi, le moi est haïssable. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'a pas livré beaucoup d'interviews. C'était pas un homme qui aimait paraître. Non, tout sauf cela. Il aimait se faire découvrir. Alors, je dirais que c'était un grand maître que nous avons perdu, pas pour moi seul, pour le Cameroun. Pour nous tous. Et je vous dis, quelle sagesse, quelle expérience.
ce fut l'un des rares grands gestionnaires de la première génération de Camerounais que nous avons perdu. Un gestionnaire très rigoureux. Absolument, et c'est ça qui lui a justement valu... Par ces temps où l'éthique a tendance à s'en aller. Vous savez, rester à la tête d'une institution aussi sensible que la communauté urbaine de Yaoundé pendant 21 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose d'extraordinaire et pour moi, c'est une perte considérable et tout ce qu'il m'a appris ne saurait se découvrir dans aucun livre. Yaoundé est orpheline, le renouveau aussi est orphelin. Je pense que le renouveau également peut être considéré comme orphelin parce que Basilema fut l'un des grands, j'allais dire, militants du renouveau, un militant actif du renouveau. Il a accueilli le renouveau en 82, il s'est impliqué corps et âme pour le succès du renouveau. Les soubresauts de 1991, après l'instauration du multipartisme, nous les avons vécu à Yaoundé. Le bus qui a été calciné en plein marché central. En avril 91. 91, M. Basilema s'est impliqué à ses risques et périls. Personne, enfin pas grand monde, ne voulait le soutenir. Des gens se sont opposés à la marche de soutien aux institutions qu'il a organisées pour barrer la route à ceux qui voulaient justement instaurer les villes mortes à Yaoundé. Il s'est dit, pas question, nous allons faire échec à cette opération ville morte. Eh bien, et ça, l'histoire lui en est reconnaissante. Il faut que nous lui en soyons reconnaissants. Et puis, en 92, on ne peut pas apporter meilleure preuve comme soutien au renouveau. Cela s'est confirmé au fil des ans. En 91, souvenez-vous, en novembre 91, souvenez-vous de cette grande manifestation sur l'esplanade à l'issue de la tournée du président Paul Biya à travers les provinces. Il a achevé par Yaoundé. Absolument. Une esplanade envahie, totalement envahie, littéralement investie par des populations venues de partout. Et ça, c'est Basilema. Ce n'est pas donné à tout le monde de couvrir l'esplanade. Et ça, c'est un soutien, quelque chose qu'on ne peut pas négliger de sa part. Et je crois que le renouveau peut lui en être reconnaissant. Le président lui est en tout cas reconnaissant. C'est pour cela qu'il a pris une part personnelle très active. Il s'est impliqué dans poursuivre sa santé déjà. Oui. Il s'en est beaucoup préoccupé. A donné l'ordre pratiquement qu'il soit évacué. Et cette évacuation a été personnellement suivie par le directeur de cabinet. Je ne pense pas qu'on puisse omettre de mentionner cela. C'est vraiment remarquable et la famille lui en est très reconnaissant. Et on peut même ajouter, Jean-Marie Etoundi, que le président a demandé au directeur de cabinet, son directeur de cabinet, d'écourter ses vacances pour venir déjà préparer les obsèques de Basilema. Voilà, Jean-Marie Etoundi, merci beaucoup d'avoir apporté votre contribution à ce témoignage. C'est ce que nous pouvions dire ce soir en souvenir de Basilema. C'est une émission que nous avons préparée en toute hâte. L'important était le côté hommage. Certainement que d'autres initiatives vont suivre, d'autres initiatives sans aucun doute plus élaborées et plus documentées. Nous devions cet hommage à un homme qui le méritait fort bien, un homme que nous avons profondément aimé et respecté et qui, je crois, nous le rendait très bien. Bonsoir.